Sorti sur le très fameux, très éclectique et très sélectif label Frémo et Associés, librairie sonore comme il se nomme, Klezmer American Recordings est une anthologie des premiers pas de la musique klezmer sur le territoire américain, de 1909 à 1956. La musique klezmer est née des influences turques, lituaniennes, hongroises, tchèques, grecques, tziganes, etc. Et lorsque le peuple juif traverse à nouveau un nouveau territoire, il s'en inspire. Le klezmer américain n'échappe pas à la règle de la créolisation, empruntant au son du moment ses nouveaux habits. D'ailleurs, le livret très documenté qui accompagne votre double album résume parfaitement l'histoire de la musique klezmer en Europe et son arrivée aux USA. C'est d'ailleurs pourquoi cet album est indispensable dans votre discothèque. Vous avez agencé vos titres de façon chronologique. L'évolution de la musique s'entend dans l'ordonnancement même de votre tracklist. Bruno Blum, bonjour, merci. Bonjour. Merci de venir présenter chez nous votre album. Et voilà, nous avons quelques questions à vous poser. Alors, qu'est-ce que raconte finalement chaque instrument lorsqu'on les rencontre au fil du temps et on entend bien l'évolution justement sur ce double album que vous avez enregistré? Alors d'abord, il faut rappeler que les musiques d'Europe centrale sont très différentes, que la musique tzigane a joué un grand rôle en tant qu'influence, donc on pourrait dire que les influences du klezmer remontent jusqu'à l'Inde, puisque les tziganes viennent en partie, en tout cas, d'une culture indienne, où il y a de l'improvisation. Et donc, quand vous avez un type qui est en Lituanie, un autre en Turquie, un autre en Autriche, un autre en Allemagne, un autre en Ukraine, etc., en Bulgarie, en Moldavie. Le plus grand clarinettiste, Naftali Brandwein, venait d'Autriche. Dave Taras, l'autre grand clarinettiste du klezmer, parce que c'était l'instrument roi, c'était quand même la clarinette, c'est l'Ukraine. Donc, ils ont des cultures complètement différentes. Oui. Donc, quand tout ça, ça se retrouve à New York, il y a un mélange, une créolisation, c'est tout à fait le terme, qui fait que ces instruments-là sont arrivés d'Europe, et par miracle, puisqu'ils n'ont pas été trop enregistrés en Europe, ils arrivent, ils se retrouvent dans des bons studios avec des disques de qualité qui sont faits à New York. Ce qui fait que, quand on écoute ça, on a peine à croire que ça a un siècle, quoi. C'est vrai. C'est vraiment le... Bon, alors, on fait toujours des super restaurations chez Frémo, mais c'est une musique qui s'écoute, quoi. Il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit de fond, il n'y a pas de problème comme ça. Donc, le cymbalum, par exemple, je crois que c'est un truc qu'on trouve en Roumanie. Oui, absolument. Oui, dans les musiques tziganes, on le trouve très donc, souvent, et en Roumanie, effectivement, particulièrement. Je crois que c'est originaire de Roumanie. Oui. Bon, alors l'instrument au 19e siècle, c'était beaucoup le violon. Et puis la clarinette qui est plus puissante, c'est comme la guitare électrique, c'est un instrument qui s'est imposé parce qu'il c'était plus puissant. Et donc en fait, il y a à la fois dans ce coffret un témoignage de ce qu'était réellement la musique klezmer, donc qui est une musique qui n'est pas religieuse, qui est une musique de fête. Hein. C'était la musique de fête dans les mariages, dans les soirées, dans la rue, ils jouaient dans la rue. Et on voit qu'il y a une évolution avec une influence américaine qui arrive. Quand les années 40 arrivent, la Shoah arrive, il y a un désintérêt pour le klezmer, parce que c'est un stigmate juif, et ça disparaît quasiment après la guerre. Alors, ça a continué quand même, mais bon, on ne veut plus ça. Et surtout, ça s'est dilué, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des influences de jazz, de musique pop, de différentes choses. Justement. Justement, quand on écoute l'album, on a, par exemple, je pense à une plage, la deuxième plage, où on entend ce que va devenir le Bella Ciao. Donc on a les premières notes de ce morceau klezmer, d'où vient la chanson Bella Ciao. Et quelques morceaux après, on a une orchestration absolument incroyable. On se croirait chez Disney, mais littéralement, ça a cette espèce de joyeuseté américaine, légèreté. J'avais l'impression que c'était de la musique de dessin animé presque. Évidemment, arrangé, etc., klezmer, et chanté. Vous avez peu de morceaux chantés, c'était un titre chanté. Et c'est pareil, je me suis dit, mais ça doit obligatoirement raconter quelque chose. D'abord, que vous l'ayez mis à cet endroit-là, et en plus que on voit littéralement les influences américaines emprunter les voies du klezmer, enfin. Mais j'ai pas eu une démarche délibérée de vouloir montrer quoi que ce soit. Moi, j'ai fait la sélection des titres à l'oreille, c'est-à-dire que quand ça sonne bien, quand c'est de la bonne musique, bon, c'est déjà quand même un truc ancien et tout. Ce qui est important, c'est que ça soit agréable à écouter. C'est-à-dire qu'on passe un bon moment à découvrir une musique quand même super bizarre par rapport
aux musiques actuelles, qui pourtant sont en train de reprendre le klezmer qui se mélange avec le jazz à nouveau. Donc c'est à nouveau une musique actuelle, mais enfin, c'est quand même différent, c'est des gammes différentes, c'est un peu bizarre, quoi. Donc bon, je voulais déjà qu'on passe un beau moment. Et il se trouve que la musique klezmer n'est pas toujours chantée, que c'est souvent une musique instrumentale, où c'est surtout le rythme qui compte. Et ce qui est frappant pour moi, c'est ce côté très, très rythmé, qu'on retrouve dans le jazz aussi, et il y a un lien évident déjà à l'époque avec le jazz. Est-ce que les musiques klezmer, quand elles sont arrivées aux États-Unis, elles ont elles-mêmes influencé les musiques américaines? Est-ce qu'il y a eu comme ça un aller-retour? Parce qu'on entend bien effectivement là, sur ce morceau où j'entendais ces sons très, très Disney finalement. Pas toutes, seulement cette chanson. Mais sur d'autres, on voit bien l'arrivée et l'implication du jazz. On le voit doucement, à l'oreille, ça s'entend. Et est-ce que l'inverse aussi existe? Alors moi, ce qui m'a passionné dans cette histoire, au-delà du côté patrimonial, de sauver un bout de culture juive qui est arrivé aux États-Unis où ça n'aurait pas été enregistré sinon. S'ils n'étaient pas arrivés à New York, il n'y aurait pas eu de témoignages de l'avant-guerre probablement. Puisqu'en Ukraine, les Juifs n'avaient pas trop de studios, ils avaient plein de problèmes d'oppression, etc. partout en Europe. Donc il y a eu ce côté miraculeux-là, mais il y a aussi, et surtout, moi qui me passionne pour les musiques américaines, le fait qu'il y a eu dans l'histoire des États-Unis une juxtaposition des ghettos juifs dans les banlieues, puisqu'ils étaient à l'extérieur des villes, souvent, et des quartiers noirs. Donc il y avait des noirs et des juifs qui se mélangeaient tout le temps. Et moi j'ai beaucoup étudié ça, et la présence juive auprès des musiques noires, je vais vous citer un exemple, tous les grands labels de jazz, ou une grande partie d'entre eux, ont été fondés par des juifs, comme Blue Note par exemple, ou les disques Atlantic, il y en a plein d'autres, hein, les disques Chess. Bon, donc on a des producteurs de musique, on a des musiciens comme Stan Getz, etc., Benny Goodman, et on a, en faisant les recherches sur ces enregistrements-là, je me suis rendu compte qu'en fait, à la Nouvelle-Orléans, qui a été le berceau de l'enregistrement du jazz, c'est-à-dire que les premiers musiciens de jazz qui ont été enregistrés dans les années 1917, à partir de 1917, et après, comme Louis Armstrong, comme Sidney Bechet, comme Johnny Dodds, jouaient tous les jours dans une rue qui était à côté de la rue des Juifs. Donc ils ont forcément entendu des clarinettistes juifs. Or, il n'y avait pas d'improvisation dans le jazz jusqu'à 1923. À partir de 1923, le jazz a contenu des improvisations. Mais les Juifs improvisaient depuis très longtemps. Et donc, on peut vraisemblablement penser que les Juifs ont été écoutés par les Noirs, qui sont mis à la clarinette, etc. Et j'irai plus loin que ça. Louis Armstrong, qui a quand même été le grand popularisateur de l'improvisation dans le jazz, et l'improvisation dans le jazz, c'est quand même très important, et il a été un des premiers à enregistrer des improvisations. Louis Armstrong avait été adopté par une famille juive ashkénaze lituanienne, qui lui avait dit « Mon petit gars, t'as une bonne oreille, on t'offre une trompette ». Et donc Louis Armstrong s'est mis à jouer de la trompette, et il est devenu la première star internationale noire de l'histoire, grâce à ça. Donc il y a clairement un passage qui s'est fait. Des deux sens. Et les grandes figures, alors il y a aussi... On a beaucoup de morceaux, évidemment, de Naftali Brandwein, de Abbé Schwartz, Dave Taras. Vous avez comme ça retracé les grandes figures de la musique juive d'Europe de l'Est aux États-Unis. Déjà, qui sont-elles? Donc les deux grands musiciens du klezmer d'avant-guerre, c'est Dave Taras et Naftali Brandwein. Ils avaient deux personnalités complètement différentes.
Dave Taras, c'était un type qui lisait la musique, qui était un professionnel, qui jouait très très bien, qui était bon, une espèce de virtuose comme ça de la clarinette, et qui composait, qui bossait, qui faisait ça, etc. Donc c'était un type sérieux, on va dire. Naftuli Brandwein, c'était le contraire. C'était un défoncé, c'était une espèce de Charlie Parker du klezmer, qui avait le génie, mais qui était complètement difficile à gérer, qui était... Bon, j'ai pas beaucoup de détails sur sa vie, on n'en a pas beaucoup, mais enfin, c'est la réputation qu'il avait. Je veux pas entrer dans les détails, mais enfin, il y a beaucoup d'histoires qui sont pas terribles sur lui. En tout cas, bon, il a gravé des disques et il y a une magie dedans, quoi. Et encore une fois, moi j'ai choisi ces disques-là en fonction de la qualité du son, la qualité de l'interprétation, plus que du sens forcément historique, même si parfois il y a des orchestres qui ont cette espèce de côté turco-balkan bizarre, vraiment unique, bon, et qui donne une idée des arrangements qu'il y avait, mais je ne pense pas qu'on a envie d'écouter 25 titres comme ça. On a des exemples, j'ai pu montrer l'orchestration, les arrangements qu'ils avaient, mais le plaisir musical, c'est d'abord d'écouter des grands improvisateurs, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ça. Alors bon, il y a les Barry Sisters, effectivement, parce qu'elles ont marqué tout le pays, finalement. Elles ont transcendé le yiddish aux États-Unis à l'époque, parce qu'elles faisaient des tournées, elles ont vendu plusieurs millions d'albums aux États-Unis. Voilà. Donc, mais là, on sent que c'est de la pop, déjà. Oui, c'est vrai, oui. Et d'ailleurs, la question que je me suis posée, c'est de 1909 à 1956, il y a une raison à ces deux dates précises? Vous auriez pu aller plus loin ou... Ben, il n'y a pas vraiment de disque de klezmer après, bizarrement. Alors, il y en a certainement eu, mais bon, il faut bien s'arrêter quelque part. 1909, c'est l'enregistrement le plus ancien de qualité que j'ai trouvé. Il y a eu quelques trucs qui ont été faits, je crois, en Lituanie, ou je ne sais plus où, dans l'Empire russe, qui sont très anciens, mais qui sont d'abord pas américains comme enregistrement, et puis qui n'ont pas le son, quoi. Alors que là, le titre au cymbalum en 1909, bon, oui, il est incroyable. Il est incroyablement clair. On a envie de l'écouter et de le réécouter. Oui, c'est de la bonne musique, quoi. Oui, donc on oublie que ça a 110 ans. Oui. C'est fou, quoi. Et 56, c'est juste parce que à ce moment-là, peut-être qu'Israël prenait beaucoup plus de place. Il y a eu un creux de la vague. La réponse à ça, c'est que les musiques juives festives se sont tournées vers Israël et qu'ils ont commencé à entrer dans des traditions musicales israéliennes ou en tout cas moyen-orientales. Oui. Et les thèmes sont passés. Enfin, voilà, il s'est passé Israël. Il s'est passé Israël et puis il s'est passé le jazz. Et peut-être que les musiciens juifs aux États-Unis se sont dit on va faire du jazz. C'est ce qui s'est passé. Et un bon exemple, c'est Stan Getz, qui a été un des plus grands saxophonistes de l'histoire. Mais d'une manière générale, les grands musiciens de jazz comme Benny Goodman, qui est vraiment le type qui a popularisé le jazz aux États-Unis, le premier blanc qui a vraiment fait ça, qui ça a vraiment marché, qui a engagé des noirs dans son orchestre alors que c'était interdit à l'époque, etc. Celui qui a vraiment fait ça, c'est Benny Goodman, qui était un génial clarinettiste à partir de 1935. Et il a connu l'école du klezmer, comme Gershwin, mais il jouait pas de klezmer, il jouait du jazz, donc il avait repris l'idiome afro-américain, et il faisait pas ça. Et c'est la même chose pour Stan Getz, et à quelques exceptions près, on va dire qu'il n'y a pas de trace véritablement de klezmer dans le jazz.
Ça voudrait dire que la vague d'immigration d'après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 50, avait besoin de faire autre chose, de s'émanciper de la culture klezmer, de l'Europe, de la Shoah. Exactement. Et de s'inventer ailleurs. Alors ça a donné la Fania All Star avec les Juifs cubains, avec les musiques. Bah, c'est l'histoire que vous racontiez. Si on y va, les quartiers juifs et les quartiers cubains qui se collaient et les musiciens. Si on va par là, on voit que les Juifs d'Europe centrale, les Ashkénazes américains, qui sont quand même la principale communauté juive, en tout cas à New York et dans les grandes villes de l'Est, ont apporté beaucoup à la musique américaine et à la culture américaine de manière générale, de manière presque disproportionnée, étant donné la petite communauté que c'était, l'impact qu'ils ont eu est absolument incroyable. Et je suis en train de préparer un coffret sur ça pour montrer qu'ils ont été là en tant que producteurs, en tant que directeurs de stations de radio, en tant qu'organisateurs de tournées. Ils avaient des salles. Il y a Meyer, par exemple, de la MGM, qui passait ses cinémas au noir pour qu'ils puissent jouer le matin, qu'ils aient des salles où jouer, qui soient des grandes salles. Il y a plein d'histoires incroyables comme ça. Le fameux Apollo de Harlem, le patron s'appelait Levy ou Cohen, je ne sais plus. Et son concurrent, le Harlem Opera, s'appelait Cohen ou Levy, je ne sais plus lequel des deux c'était. Donc on a vraiment un truc comme ça qui s'est passé, qui a été cassé par les musulmans noirs et Farrakhan à partir de 1973, qui a apporté une dimension d'antisémitisme dans les relations entre les Noirs et les Juifs aux États-Unis. Mais avant ça, même si ça a pu continuer après, mais avant ça, il y a vraiment une incroyable histoire entre les Juifs et les Noirs, et ça a donné un grand nombre des chefs-d'œuvre de la musique américaine. Pour revenir juste sur une dernière petite question et sur l'album Klezmer American Recordings que je montre, parce qu'il faut vraiment l'avoir dans sa bibliothèque, ne serait-ce que, évidemment pour la musique, mais pour les 4-5 pages du livret, qui sont très très riches. Au début du XXe siècle, klezmer signifiait musicien autodidacte, jouant à l'oreille, une musique populaire, enfin, il y avait quelque chose de très péjoratif. Ça semblait être quelqu'un de pauvre, ça désignait voilà, une sorte de musique un peu vulgaire. Est-ce que ces klezmorim ont gagné leur lettre de noblesse en arrivant aux États-Unis? Est-ce qu'on les a écoutés autrement? Est-ce qu'il y a eu un accueil au-delà des Juifs, de la communauté juive aux États-Unis? Je pense pas, non. Mais alors, qui a décidé de les enregistrer? C'est un fou dans un coin qui s'est dit « Tiens, je vais enregistrer ces musiciens » ou alors quelqu'un qui s'est dit « Il y a quelque chose, c'est magnifique, ça mérite toute sa place dans une collection, sur des Mais c'est albums. » eux-mêmes. C'est eux-mêmes. On n'a attendu personne. Pourquoi? Parce que dans les ghettos juifs américains, comme par exemple à San Antonio, là je viens de traduire la biographie de Robert Johnson, le grand bluesman, où il raconte ça. Il raconte que le quartier juif, il y avait des commerces, et puis bon, ils étaient dans une communauté un peu en autarcie, comme ça, en dehors du centre-ville. Et il y avait souvent des marchands d'instruments de musique, qui sont devenus des disquaires. Et ces juifs-là, ces Américains-là, ont souvent monté des studios d'enregistrement dans l'arrière-boutique. Et on retrouve ça dans les Caraïbes, on retrouve ça partout. Et petit à petit, ils ont développé leur propre studio, leur propre machine d'enregistrement. Et bon, après, il y a commencé à avoir des producteurs qui sont venus de New York, etc., qui n'étaient pas forcément juifs d'ailleurs. Mais il y a eu toujours ce truc-là aux États-Unis. C'était pas comme dans les années 70, pour faire un studio, il fallait une grande table de mixage, il fallait énormément de matériel. Mais à l'époque, il suffisait d'un système tout simple d'enregistrement, donc c'était possible de le faire. Ben, je crois qu'il n'y a plus qu'à aller acheter l'album. Ben, moi, ce qui m'épate avec ça, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on écoute avec plaisir. Oui. Moi, je fais beaucoup de rééditions, là c'est le 55e coffret que je fais pour Frémo. Je vais sortir un bouquin sur l'histoire de la musique des Caraïbes, j'ai fait 30 coffrets sur l'histoire de la musique des Caraïbes, l'histoire du rock, tout ce que vous voulez. Et souvent, les enregistrements anciens, bon, je bosse dessus, mais enfin, c'est pas forcément quelque chose que je vais écouter facilement. Alors que ça, c'est une musique originale, différente, rythmée, riche, souriante, qui, voilà, on sent bien que c'était pour remonter le moral aux gens qui faisaient ça, quoi. Bah donc ils ont gagné leur lettre de noblesse. Donc. Ah bah maintenant, le klezmer est partout. Il y a des festivals de jazz klezmer. C'est vous qui allez nous en parler maintenant. Okay. Merci Bruno Blum, merci beaucoup. Mes amitiés. Pour ce moment ensemble.